sans le moindre doute, Juno est l'une des missions les plus importantes que la NASA ait jamais lancées. C'est une sonde qui a défié toutes les probabilités, survivant pendant des années bien au-delà de la date prévue pour la fin de sa mission originale, dans une région de l'espace qui est habituellement mortelle pour les sondes spatiales. C'est l'orbiteur planétaire le plus éloigné de la NASA, chargé d'enquêter sur la plus grande planète de notre système solaire. Et ce qu'elle a découvert là-bas a ébranlé tout ce que nous pensions savoir sur Jupiter. Sa formation, sa composition et les mécanismes qui lui confèrent un champ magnétique si puissant. Mais Juno ne s'est pas arrêtée là. Elle a exploré Io, Ganymède et Europe. Elle a étudié les aurores boréales joviennes et les plus grandes éruptions volcaniques jamais observées dans notre système solaire. Et maintenant que cette sonde incroyable a atteint la conclusion de sa mission prolongée, il est temps de se poser la question. Qu'a vu Juno exactement? Aujourd'hui, nous allons plonger ensemble dans un récit complet des découvertes que Juno a réalisées autour de Jupiter au fil des années. C'est un voyage qui nous emmènera des couches de nuages tourbillonnantes d'un géant gazeux jusqu'aux profondeurs mystérieuses de son cœur, en passant par les volcans déchaînés de ses lunes et les aurores les plus spectaculaires du système solaire. Et comme toute bonne histoire, celle-ci se termine par un rebondissement inattendu. Alors, prenez le temps de vous installer confortablement, car nous avons beaucoup de terrain à couvrir. Commençons par le commencement. En ce qui concerne les missions de la NASA, Juno est un projet de budget moyen dont les dépenses totales étaient initialement estimées à environ 1,1 milliard de dollars sur la durée de sa mission. Maintenant, il faut savoir que Juno est un vaisseau spatial massif, d'environ 20 mètres de diamètre. Et il doit absolument l'être, car contrairement aux sondes précédentes que nous avons envoyées dans l'espace lointain, qui fonctionnaient grâce à des générateurs thermoélectriques à radioisotopes, Juno est une sonde alimentée par l'énergie solaire. Et à cette distance du Soleil, elle ne reçoit que 4% de la lumière solaire qu'elle recevrait en orbite autour de la Terre. Cela signifie que même si ces panneaux solaires sont immenses, elle ne peut générer qu'un peu plus de 400 watts de puissance. Pour vous donner une idée, c'est à peu près l'équivalent de la consommation d'un four à micro-ondes classique dans votre cuisine. Et pourtant, c'est suffisant pour alimenter tous les instruments scientifiques de la sonde. Juno a été lancée le 5 août 2011, à bord d'une fusée Atlas V. Échapper à l'atmosphère terrestre et entrer en orbite de transfert est l'une des phases les plus risquées de toute la mission. Mais tout s'est déroulé parfaitement et, moins d'une heure après le décollage, Juno était déjà sur une trajectoire d'échappement depuis la Terre. Le voyage de Juno vers Jupiter a été particulièrement intéressant. Après avoir échappé à la gravité terrestre, la sonde s'est dirigée vers l'espace profond. Puis, à ce moment-là, elle a effectué une petite poussée à l'aide de ses moteurs et a fait demi-tour, se dirigeant tout droit vers la Terre, qu'elle a atteinte 2 ans après son lancement initial. Vous vous demandez peut-être pourquoi les ingénieurs auraient fait une chose pareille. Eh bien, la réponse est extrêmement astucieuse. Quand Juno a atteint la Terre une seconde fois, la gravité de notre planète a commencé à attirer la sonde vers elle. Cette influence gravitationnelle a augmenté la vitesse de Juno de plus de 14 000 km/h.
la propulsant comme une fronde à des vitesses maximales en direction de Jupiter. C'est un peu comme si la Terre avait donné un gigantesque coup de pouce à Juno. Cette méthode, qu'on appelle une assistance gravitationnelle, est bien plus économe en carburant que de simplement allumer les moteurs de la sonde pour parcourir tout le trajet. C'est une technique que les ingénieurs spatiaux utilisent régulièrement, et c'est absolument brillant quand on y pense. On utilise la gravité d'une planète comme un tremplin gratuit. C'est de la mécanique céleste à son meilleur, élégante, économique et incroyablement efficace. Sans cette manœuvre, Juno aurait eu besoin de beaucoup plus de carburant, ce qui aurait rendu le vaisseau plus lourd, nécessitant une fusée encore plus puissante et rendant toute la mission considérablement plus coûteuse. Après un voyage monumental de 5 ans, couvrant 2,8 milliards de kilomètres, Juno est entrée en orbite autour de Jupiter en 2016. Sa mission principale consistait en 33 orbites polaires du géant gazeux. À son point le plus proche, la sonde ne volait qu'à environ 4200 km au-dessus de l'atmosphère jovienne. Pour mettre cela en perspective, c'est à peu près la distance entre Paris et Téhéran. Sauf que dans ce cas, en dessous de vous, il n'y a pas la surface rassurante de la Terre, mais les nuages tourbillonnants et mortels du plus grand monde de notre système solaire. Être aussi proche de Jupiter représente un énorme problème pour les instruments scientifiques délicats. Voyez-vous, Jupiter possède une ceinture de radiation extrêmement puissante autour de la planète, facilement assez puissante pour griller la plupart des composants électroniques. Pour vous donner une comparaison, la ceinture de radiation de Jupiter est environ 20 000 fois plus intense que celle de la Terre. Traverser cette ceinture sans protection serait fatal, non seulement pour un être humain, mais même pour les composants électroniques les plus robustes. Vous souvenez-vous de la sonde précédente envoyée vers Jupiter, Galileo? Galileo a connu de nombreux problèmes techniques à cause des dommages infligés par les radiations de Jupiter, car son orbite passait en plein milieu de la ceinture de radiation. Sa mémoire informatique s'est dégradée progressivement. Certains de ses instruments ont cessé de fonctionner, et la sonde a subi un vieillissement accéléré qui a considérablement limité ses capacités scientifiques. Les planificateurs de mission étaient donc déterminés à éviter de répéter ce scénario autant que possible avec Juno. Être aussi proche de la planète signifiait que Juno traverserait directement cette ceinture de radiation meurtrière. C'est pourquoi la durée de vie prévue de la sonde n'excédait pas à l'origine 20 mois en orbite. Certains instruments n'étaient même pas censés survivre au-delà des 8 ou 9 premiers mois. Pour tenter de retarder l'inévitable, Juno a été entourée d'une couche de titane d'1 centimètre d'épaisseur pour protéger ses composants internes. C'est un peu comme envoyer un char d'assaut blindé dans l'espace. Mais la question de savoir si cette protection serait suffisante ou non restait une véritable incertitude pour les scientifiques. Alors, quelle était exactement la mission de Juno? Eh bien, le plan initial ne prévoyait malheureusement pas que Juno tourne son attention vers les lunes de Jupiter, mais plutôt qu'elle se concentre exclusivement sur la planète elle-même. Elle devait mesurer la quantité d'eau dans l'atmosphère de Jupiter pour déterminer quelle théorie de formation planétaire était correcte. Elle devait regarder en profondeur dans l'atmosphère de Jupiter
pour mesurer la composition, la température, les mouvements des nuages et bien d'autres paramètres. Elle devait également cartographier les champs magnétiques et gravitationnels de Jupiter. Nous savions déjà que le champ magnétique de Jupiter était extrêmement intéressant en raison de sa puissance et de sa taille. Saviez-vous, par exemple, que si le champ magnétique de Jupiter était visible dans notre ciel nocturne, il apparaîtrait plus grand que la pleine Lune? C'est absolument colossal. Juno devait plus particulièrement explorer et étudier la magnétosphère de Jupiter près des pôles de la planète, et tout spécialement les aurores, les lumières boréales et australes joviennes, offrant ainsi de nouvelles perspectives sur la façon dont l'énorme champ magnétique de la planète affecte son atmosphère. À ce propos, Juno suit de près la trace de sa figure mythologique éponyme. Le nom de Juno vient de la mythologie gréco-romaine. Le dieu Jupiter avait tiré un voile de nuages autour de lui pour cacher ses méfaits et ses infidélités, mais sa femme, la déesse Junon, était capable de percer ces nuages du regard pour voir la vraie nature de Jupiter et découvrir ce qu'il manigançait. Un nom tout à fait approprié pour une sonde chargée de percer les secrets de la planète géante, de regarder à travers les nuages et de révéler ce qui se cache en dessous. Les ingénieurs de la NASA ont parfois le sens de la poésie. Le 5 juillet 2016, Juno est arrivée avec succès à Jupiter et s'est insérée dans une orbite polaire. Elle a adopté une orbite très perpendiculaire qui frôlait la planète à son point le plus proche, à seulement 4200 km au-dessus de l'atmosphère de Jupiter à son périgove et 8 100 000 km à son apogove. Un périgove, c'est le point de l'orbite d'un vaisseau spatial quand il est le plus proche de Jupiter. Et un apogove, c'est simplement l'inverse, le point de l'orbite quand le vaisseau est le plus éloigné de la planète. Chaque orbite prenait 53 jours à compléter. Le plan original de la NASA pour Juno prévoyait qu'elle accomplisse ses 33 orbites d'ici la fin de sa mission en 2018, avec une manœuvre de freinage en cours de route pour placer Juno sur une orbite plus courte de 14 jours vers la fin. Cependant, cette manœuvre a été annulée par la suite, car il a été jugé plus sûr de maintenir Juno sur son orbite plus longue, et elle y est restée jusqu'en 2021. Malgré toutes les inquiétudes concernant la longévité de Juno, il s'est avéré qu'il n'y avait pas de quoi s'inquiéter, en partie grâce à une découverte surprenante que Juno a faite en entrant dans le champ magnétique de Jupiter. L'une des raisons pour lesquelles Juno s'approchait si près de la planète était d'éviter la puissante ceinture de radiation de Jupiter. Il existe un espace entre l'endroit où la planète se termine et celui où la ceinture de radiation commence, et Juno enfilait littéralement l'aiguille pour exploiter cette faille. Il y avait une certaine crainte que Juno reçoive tout de même une dose massive de radiation dans les parties de la ceinture qu'elle traversait, mais les radiations se sont avérées 10 fois plus faibles que prévu dans ces zones. C'était une excellente nouvelle pour la santé de la sonde, un véritable coup de chance pour la NASA, pour Juno et pour nous tous. Bien entendu, un autre avantage de la distance minuscule entre Juno et Jupiter, à son point le plus proche, est que nous avons pu voir Jupiter dans un détail sans précédent. Les premières images des pôles de Jupiter, en particulier, ont littéralement coupé le souffle aux observateurs. Certains disent même
que les scientifiques n'auraient pas reconnu la planète à partir de ces images. Personne ne s'attendait à ce qu'ils ont vu. Ce que vous pouvez observer sur ces images, ce sont de nombreux cyclones autour du pôle Sud. Ce qui est remarquable, c'est que la planète a un aspect tellement différent de ce à quoi nous sommes habitués en regardant Jupiter, à savoir ses grandes bandes caractéristiques. Cependant, le contraste de l'image a été augmenté pour révéler les détails. L'œil nu verrait quelque chose de plus nuancé, de plus subtil. Ces images sont aussi des mosaïques de plusieurs clichés assemblés afin de montrer la lumière du jour sur tous les côtés de la planète. Le pôle Nord n'est pas aussi clair, car c'est son hiver, et certaines parties du pôle sont plongées dans une nuit permanente. Juno a également la capacité de sonder en profondeur l'atmosphère de Jupiter grâce à un radiomètre à micro-ondes, un instrument conçu spécifiquement pour cette sonde. En l'utilisant, les scientifiques ont pu mesurer la quantité d'ammoniac dans l'atmosphère. Ce qu'ils n'avaient pas anticipé, c'est cette bande d'ammoniac concentrée autour de l'équateur. L'ammoniac apparaît en orange sur ces images. Ce pilier descend depuis le sommet des nuages, sur plus de 350 km de profondeur, la limite de ce que le radiomètre peut détecter. Les scientifiques étaient très perplexes face à ce résultat, car ils s'attendaient à voir une distribution uniforme de l'ammoniac à travers toute la planète. Ils pensaient que les gaz dans l'atmosphère se mélangeraient simplement, ou au moins suivraient le schéma des bandes de la planète. Mais ces résultats étaient loin de cette hypothèse. Cela montre à quel point la planète est variable sous la couche supérieure de nuages. Mais l'une des plus grandes révélations concernant Jupiter n'était pas sa couverture nuageuse, mais quelque chose de beaucoup plus profond. Pendant des décennies, les scientifiques ont débattu de la nature du noyau de notre plus grand géant gazeux. Était-il solide ou complètement absent? Et en 2017, les données de la mission Juno ont rendu ce débat obsolète du jour au lendemain. Les données suggéraient que les deux camps avaient tort et révélaient une troisième possibilité que personne n'avait envisagée. Le noyau de Jupiter n'est pas solide. Mais il n'est pas absent non plus. Il est diffus, flou. Et c'est un problème, parce que cette découverte a bouleversé tout ce que nous pensions savoir sur la formation de Jupiter, sa structure interne, et même son champ magnétique bizarre. C'est le genre de découverte qui force les manuels d'astronomie à être réécrits, qui oblige des centaines de chercheurs à reprendre leurs modèles informatiques depuis zéro. C'est une remise en question fondamentale de notre compréhension des géantes gazeuses et, par extension, de la formation même de notre système solaire. Laissez-moi vous expliquer. Pendant des décennies, deux théories concurrentes dominaient la conversation scientifique autour du noyau de Jupiter. Beaucoup soutenaient la théorie de l'effondrement gravitationnel, qui suggère que Jupiter s'est formé directement à partir de l'effondrement d'un nuage de gaz sous sa propre gravité. Cela se serait produit dans les régions les plus froides et les plus éloignées du système solaire, avant que Jupiter ne migre vers sa position actuelle. Dans ce scénario, le géant gazeux n'aurait aucun noyau du tout. Ce serait simplement un empilement de couches de gaz en rotation jusqu'en son centre. Mais cette théorie ne convainquait pas l'ensemble de la communauté scientifique. D'autres étaient presque certains que le noyau de Jupiter était solide, composé d'éléments lourds comme le carbone, l'azote, l'oxygène, le magnésium, le silicium
et le fer. Selon cette vision, à mesure que ce noyau solide grossissait, sa gravité commençait à capturer de plus en plus d'hydrogène et d'hélium, les tourbillonnant ensemble pendant des millions d'années pour former la planète que nous reconnaissons tous aujourd'hui. Intuitivement, cela semble logique. Nos modèles de formation du système solaire suggèrent que les planètes géantes pourraient se créer de cette manière, puisque la glace et la roche se condenseraient en premier dans la nébuleuse solaire externe, capturant les gaz dans leur gravité à mesure qu'elles migraient vers l'intérieur. C'est un processus progressif, patient, qui se déroule sur des millions d'années. D'abord, un petit noyau de quelques masses terrestres se forme par agglomération de particules solides. Puis, une fois qu'il atteint une masse critique, sa gravité devient suffisamment forte pour capturer d'immenses quantités d'hydrogène et d'hélium du disque protoplanétaire environnant. C'est un emballement gravitationnel, une avalanche cosmique de gaz qui transforme un modeste noyau rocheux en un monstre gazeux. Cette théorie, connue sous le nom de modèle d'accrétion du noyau, prédisait un noyau dense et bien défini, avec une frontière nette séparant le centre compact des couches de gaz environnantes. Pour résoudre le débat, les premières missions vers Jupiter ont toutes tenté de discerner ce qui se cachait sous l'atmosphère dramatique du géant rouge. Dans les années 90, les scientifiques savaient que Jupiter était riche en éléments lourds, ce qui impliquait que la planète était composée de bien plus que de l'hydrogène et de l'hélium. La mission Galileo a également trouvé des preuves que le champ magnétique de Jupiter devait être généré d'une manière ou d'une autre par de l'hydrogène liquide métallique dans son intérieur. Mais si le noyau est purement liquide, comment Jupiter s'est-elle formée en premier lieu? Le modèle standard de formation planétaire nécessite un noyau solide pour initier la capture de gaz. Si Jupiter a un jour possédé un tel noyau, mais l'a perdu d'une façon ou d'une autre, comment cela s'est-il produit? Nos connaissances sur la formation des géantes gazeuses étaient-elles complètement erronées? Malgré les missions réussies vers Jupiter, la structure de la planète restait un mystère. Les données recueillies n'étaient tout simplement pas assez précises pour déterminer si son noyau était solide ou diffus, de quoi il était composé ou comment exactement il générait un champ magnétique aussi massif. Mais tout cela a changé grâce aux découvertes de Juno. Contrairement à Galiléo qui l'avait précédé, Juno avait été spécifiquement conçu pour cartographier le champ gravitationnel de la planète avec une précision exceptionnelle, environ 100 fois meilleure que les cartes précédentes. Quand elle est entrée en orbite le 4 juillet 2016, elle a commencé à tracer une orbite très elliptique, plongeant encore et encore, sous plusieurs angles, un trajet qui rendait cette sonde incroyablement sensible aux moindres variations de la gravité de Jupiter. Mais pourquoi nous intéresser à la gravité? Quel rapport avec la composition du noyau de Jupiter? Eh bien, nous avons tous vu la gravité représentée comme un cône parfaitement rond, identique de tous les côtés. Je suis désolé de vous l'annoncer, mais ce schéma est une simplification excessive. Pour que la gravité d'une planète soit complètement uniforme de cette façon, la distribution de masse à l'intérieur devrait être elle aussi parfaitement uniforme. En réalité, si vous zoomez très près, les champs gravitationnels ressemblent à quelque chose de beaucoup plus irrégulier.
Les planètes sont composées de nombreux éléments et matériaux différents, chacun avec ses propres masses, densités et distributions. Ces différences se reflètent sous forme de minuscules variations, presque imperceptibles dans le champ gravitationnel de la planète. C'est pourquoi le champ gravitationnel de la Terre est en réalité légèrement différent au-dessus des Alpes comparé aux plaines de la Beauce, par exemple. Et c'est pourquoi les scientifiques sont tellement obsédés par la cartographie du champ gravitationnel de Jupiter avec une précision incroyable. Lorsque la gravité de Jupiter fluctuait, Juno accélérait ou ralentissait. La sonde était si précise qu'elle pouvait détecter des changements de vitesse aussi subtils que 1/100 de millimètre par seconde. C'est extraordinaire. En même temps, Juno transmettait continuellement un signal radiostable vers la Terre que les scientifiques pouvaient décoder grâce à l'effet Doppler. L'effet Doppler, c'est le même phénomène que celui que vous expérimentez quand une ambulance passe devant vous dans les rues de Paris. Le son de la sirène semble plus aigu quand elle s'approche et plus grave quand elle s'éloigne. C'est exactement le même principe avec les ondes radio. Là où la gravité était plus forte, Juno accélérait et nous percevions une onde de fréquence plus élevée, tandis qu'une décélération due à une gravité plus faible produisait une onde de fréquence plus basse. En répétant cette opération encore et encore, orbite après orbite, les scientifiques ont construit une carte extrêmement précise du champ gravitationnel de Jupiter, qui reflète directement la façon dont sa masse est arrangée à l'intérieur. C'est un travail de fourmi cosmique, mais le résultat est extraordinaire. Alors que la mission Galileo avait réussi à peindre la gravité de Jupiter en traits très larges, Juno l'a mise au point avec une netteté extraordinaire. Et ce qu'elle a révélé sur le noyau de Jupiter a pris les chercheurs par surprise. Comme je l'ai dit, il s'avère que les deux théories sur le noyau de Jupiter étaient fausses. Jupiter semble bien avoir un noyau, mais il n'est pas solide comme nous le pensions. Il est flou, diffus. Au lieu d'une boule dense et compacte, il est dilué, se mélangeant progressivement avec les couches riches en hydrogène au-dessus de lui. Il ne semble pas avoir de frontières nettes. Il est aussi beaucoup plus large qu'attendu, s'étendant sur environ la moitié du rayon de Jupiter lui-même. Les résultats ont immédiatement provoqué une avalanche de questions, notamment celle de savoir si notre compréhension de la formation de Jupiter avait besoin d'une révision complète à la lumière de ces nouvelles données passionnantes. Une théorie populaire a rapidement émergé pour expliquer cette découverte inattendue. Jupiter aurait eu à l'origine un noyau solide, mais une collision catastrophique au début de son histoire l'aurait brisé et mélangé avec les gaz légers environnants, nous donnant le noyau flou que nous observons aujourd'hui. Le seul problème, c'est que notre modèle standard de formation des planètes géantes comme Jupiter ne fonctionne pas sans un noyau solide. Soit la nature floue du noyau de Jupiter s'est développée plus tard, soit nos modèles sont erronés. Quoi qu'il en soit, pour qu'un fracassement aussi dramatique se produise, la collision devait être massive, probablement avec une autre jeune planète. Les scientifiques spéculent que jusqu'à la moitié du noyau de Jupiter pourrait provenir des restes de cette planète percutante. C'était une théorie élégante, sauf pour un contretemps inattendu. Une équipe de chercheurs curieux a essayé de modéliser cette collision géante à l'aide d'un superordinateur.
Ils voulaient reproduire l'événement exact qui conduirait au résultat que Juno nous montrait. Ils ont donc conçu plusieurs scénarios possibles d'un objet massif entrant en collision avec une planète de la taille de Jupiter et ont lancé de multiples simulations en faisant varier la taille de la protoplanète jovienne ainsi que l'angle et la vitesse de la collision. Mais malgré tous leurs efforts, ils ne parvenaient pas à trouver un événement qui mène au noyau flou que Juno nous avait révélé. À chaque tentative, les modèles faisaient la même chose. L'impact secouait initialement la planète jusqu'en son cœur, dispersant les matériaux dans toutes les directions. C'était spectaculaire dans les simulations. Mais après un certain temps, le matériau rocheux dense se redéposait au fond comme du sédiment au fond d'un verre d'eau qu'on aurait secoué. La gravité, cette force patiente et implacable, ramenait inexorablement les éléments lourds vers le centre. Ils ne se dissolvaient pas dans le reste de la planète. Une frontière nette réapparaissait, séparant clairement le noyau des couches d'hydrogène externes. Cela ne correspondait pas aux données de Juno. C'était frustrant. Retour à la case départ. De manière assez amusante, l'indice suivant dans ce casse-tête n'est pas venu de Jupiter du tout. Il est venu de sa voisine. Enfin, si vous considérez 648 millions de kilomètres comme étant le voisinage. Mais en termes cosmiques, c'est effectivement la porte d'à côté. Saturne, avec ses anneaux majestueux, allait nous fournir une pièce du puzzle que personne n'attendait. Nous savons depuis 2014 que les ondes dans les anneaux de Saturne sont causées par des vibrations à l'intérieur de la planète. Cela nous donne un aperçu de ce à quoi pourrait ressembler le noyau de la planète, un peu de la même manière que les tremblements de terre nous permettent d'étudier l'intérieur de la Terre. Quand les chercheurs ont combiné les données du champ gravitationnel de la sonde Cassini avec ces mesures d'ondes, le tableau qui en est ressorti était saisissant. Ces observations montrent qu'au moins une partie de l'intérieur profond de Saturne ne subit pas de convection. C'est un point crucial. Permettez-moi de prendre un moment pour expliquer pourquoi c'est si important. À l'intérieur d'une planète géante comme Saturne, la chaleur essaie constamment de s'échapper. Normalement, cela se produit par convection. C'est ce qui se passe constamment dans le manteau terrestre, ou quand vous faites chauffer une soupe sur la cuisinière. Les fluides chauds montent à la surface, se refroidissent, puis redescendent pour être chauffés à nouveau et remonter, et ainsi de suite, en boucle perpétuelle. C'est un processus fondamental en physique, et on le retrouve partout dans la nature, des courants marins aux cellules de convection atmosphérique qui déterminent notre météo quotidienne. Si Saturne était entièrement convective, les éléments lourds seraient mélangés dans tout son intérieur. Il n'y aurait pas de région centrale dense du tout. L'ensemble serait une soupe parfaitement homogène. Mais si elle était partiellement stable contre la convection, on s'attendrait à voir un gradient de matériaux, avec des éléments plus lourds concentrés vers le centre et s'amenuisant vers l'extérieur. Et c'est exactement ce que les données montrent. Les chercheurs ont publié leurs résultats en 2021, argumentant que la seule façon d'expliquer les données des ondes dans les anneaux de Saturne, les données du champ gravitationnel et l'absence partielle de convection, c'est que Saturne aussi possède un noyau flou. Il se trouve que les données de Juno suggèrent également que de grandes régions de Jupiter
ne sont pas convectives. Nous semblons connecter lentement les points. Si Saturne et Jupiter ont toutes deux des noyaux flous, il résulte probablement d'un dénominateur commun, plutôt que d'un événement de collision aléatoire. Les scientifiques travaillent maintenant sur une nouvelle théorie émergente de la formation des géantes gazeuses, dans laquelle les noyaux flous sont une partie naturelle du processus de formation planétaire. Nous n'avons pas encore trouvé d'explication définitive, mais il est clair que les anciennes hypothèses que nous avions sur les plus grandes planètes de notre système solaire sont incorrectes. Jupiter et Saturne ne sont pas constituées d'un noyau solide et d'une enveloppe gazeuse, et elles n'ont pas non plus un intérieur complètement mélangé. Leurs noyaux flous sont composés d'un gradient de composition, avec davantage d'éléments lourds concentrés au centre, qui se dissolvent progressivement dans l'enveloppe gazeuse sans frontières claires. Cette complexité et ce mélange irrégulier remettent en question nos modèles actuels d'évolution planétaire. Là où notre ancien modèle simpliste prédisait que les géantes se refroidiraient de manière prévisible au fil du temps, ces nouveaux modèles ne suivent pas les mêmes schémas. Et c'est une implication qui va bien au-delà de notre seul système solaire. Les mêmes principes s'appliquent à toutes les exoplanètes géantes gazeuses que nous avons découvertes et étudiées jusqu'à présent, et il en existe des milliers. Si nos modèles de refroidissement et d'évolution sont erronés pour Jupiter, ils le sont probablement aussi pour ces mondes lointains. Cela signifie que les âges, les températures et les compositions que nous estimons pour ces exoplanètes pourraient nécessiter des révisions significatives. Juno n'a pas seulement changé notre vision de Jupiter, elle a potentiellement changé notre compréhension de toute une catégorie de planètes à travers la galaxie. Juno était donc déjà en train de démolir tout ce que nous pensions savoir sur Jupiter, y compris la manière même dont ces géantes gazeuses se sont formées. Incroyable! L'une des plus grandes surprises pour les scientifiques est venue des données du champ magnétique de Juno. Pendant des années, les scientifiques savaient que le champ magnétique de Jupiter était généré par un processus de dynamo dans sa couche d'hydrogène métallique. Cette couche s'étend entre 20 000 et 60 000 km de profondeur, où les températures peuvent dépasser 30 000 Kelvin et les pressions sont des millions de fois supérieures à celles à la surface de la Terre. Pour donner une idée de ces conditions, la pression au centre de Jupiter est estimée à environ 40 millions de fois la pression atmosphérique au niveau de la mer sur Terre. C'est absolument inimaginable. Dans ces conditions extrêmes, l'hydrogène est à l'état liquide. Mais, et c'est encore plus incroyable, à cette profondeur, les électrons de l'hydrogène deviennent délocalisés, libres de circuler d'un atome à l'autre. L'hydrogène se comporte alors comme un métal liquide, conduisant l'électricité avec une efficacité remarquable. Cela crée un état métallique, électriquement conducteur. Couplé à la rotation rapide de Jupiter, cet hydrogène liquide métallique crée un effet dynamo, bien que le processus exact de son alimentation reste un mystère. Quoi qu'il fasse, ça fonctionne remarquablement bien. Jupiter possède le champ magnétique le plus grand et le plus puissant de toutes les planètes de l'ensemble du système solaire. Sa magnétosphère s'étend de 7 à 21 fois le diamètre de Jupiter, s'effilant en forme de tétard derrière elle jusque dans l'orbite de Saturne, à environ 1 milliard de kilomètres de distance. Pour vous donner une idée concrète,
Si vous pouviez voir cette magnétosphère depuis la Terre, elle apparaîtrait plus grande que la pleine lune dans notre ciel nocturne. C'est une bulle magnétique d'une taille tout simplement inconcevable, la plus grande structure de notre système solaire après l'héliosphère du Soleil elle-même. Cependant, le champ magnétique de Jupiter présente aussi des caractéristiques assez étranges. Il est beaucoup plus fort dans l'hémisphère nord que dans l'hémisphère sud. Il possède des points magnétiques intenses et localisés. Et il a 2 pôles magnétiques sud. Oui, vous avez bien entendu. 2 pôles sud magnétiques. Les scientifiques espéraient que le noyau flou de Jupiter pourrait en fait expliquer certains de ces comportements étranges. De manière frustrante pour eux, c'est l'inverse qui s'est produit. Le noyau flou de Jupiter complique, plutôt qu'explique, son champ magnétique. Les champs magnétiques dans les planètes sont habituellement créés par les mouvements tourbillonnants de matériaux électriquement conducteurs, comme l'hydrogène liquide métallique dans le noyau de Jupiter. Cependant, les données de Juno ont montré que de grandes régions de Jupiter, comme Saturne, semblent être au moins partiellement non convectives. Les chercheurs ont modélisé la dynamique des fluides de l'intérieur de Jupiter dans 2 régions potentiellement non convectives pour voir comment elles affecteraient le champ magnétique. L'une dans la partie supérieure de l'intérieur de la planète et l'autre plus en profondeur, correspondant au noyau dilué. Ils ont conclu que la couche stable supérieure aide à expliquer le champ magnétique de Jupiter encore mieux que les anciens modèles à noyau solide. Cependant, la région inférieure, représentant le noyau dilué non convectif, n'expliquait pas à elle seule le champ magnétique de Jupiter. En d'autres termes, un noyau flou complètement stable produit un champ magnétique très différent de celui que nous observons réellement. Aujourd'hui, les chercheurs pensent que la dynamo de Jupiter est plus compliquée qu'on ne le croyait initialement. Il est possible qu'en dessous de la couche supérieure d'hydrogène moléculaire, Jupiter possède une couche d'hélium qui pleut à travers l'hydrogène liquide, comme de l'huile traversant de l'eau. C'est une image poétique, n'est-ce pas? Une pluie d'hélium à l'intérieur d'une planète géante. Et ce n'est pas de la science-fiction, c'est une hypothèse tout à fait sérieuse, basée sur notre compréhension de la physique des hautes pressions. À certaines profondeurs, l'hydrogène et l'hélium, qui sont normalement parfaitement miscibles, se séparent comme l'eau et l'huile. L'hélium, plus lourd, forme des gouttelettes qui tombent lentement vers le centre de la planète. Certains pensent que ce processus pourrait avoir un effet significatif sur le champ magnétique, en modifiant la composition et la conductivité des couches où la dynamo opère. Une autre théorie affirme que la dynamo de Jupiter ne fonctionne pas de manière homogène comme celle de la Terre, et qu'au lieu de cela, la magnétosphère asymétrique de la planète est le résultat de variations de densité, de conductivité électrique, ou des deux. Mais dans l'ensemble, personne ne sait exactement comment ce champ magnétique est produit, ni quel rôle le noyau flou joue dans sa création. C'est l'un des grands mystères non résolus de la physique planétaire. Une chose que nous savons avec certitude, cependant, c'est que le champ magnétique de Jupiter est responsable des aurores les plus grandes et les plus brillantes du système solaire. Sur Terre, les aurores boréales ne sont visibles que pendant une fenêtre de 4 à 6 mois, et encore, il faut se rendre assez loin dans le nord pour les observer, en Scandinavie, en Islande
ou au Canada. Sur Jupiter, elle ne s'arrête jamais. C'est un spectacle permanent, couvrant les pôles d'un affichage éblouissant de couleurs, des centaines de fois plus puissant et énergétique que les aurores que nous connaissons chez nous. Si vous pouviez vous tenir au pôle nord de Jupiter et lever les yeux, vous seriez témoin d'un spectacle lumineux d'une intensité inimaginable. Un ballet de lumière qui ne dort jamais. En assemblant des images dans l'ultraviolet lointain prises par le spectrographe d'imagerie du télescope Hubble, les scientifiques ont pu créer des vidéos de ces aurores en action. Elles sont tout simplement spectaculaires. Comme sur Terre, les aurores apparaissent sous forme de bandes autour des pôles nord et sud, mais contrairement à la Terre, ces aurores sont principalement visibles dans l'ultraviolet et sont principalement produites par des courants alternatifs, pas des courants continus. Quand Juno a mesuré la puissance générée par les courants continus dans la magnétosphère de Jupiter, elle était loin d'être suffisante pour expliquer la luminosité des aurores. Cela a conduit les scientifiques à spéculer que le reste de la puissance provient de courants alternatifs. On pense actuellement que ces courants alternatifs sont produits par la turbulence dans le champ magnétique. Surtout au pôle Nord, les lignes du champ magnétique sont beaucoup plus complexes, ce qui interfère avec un flux direct de courant. Cela est évident quand on compare les aurores du pôle Nord et du pôle Sud. Au Nord, l'aurore est beaucoup plus dispersée, ressemblant davantage à des filaments et des éruptions, tandis qu'au pôle Sud, où les lignes du champ magnétique sont plus lisses, l'aurore semble être plus structurée et arrondie. Regardons ces aurores sous un autre angle. Juno possède un cartographe d'aurores infrarouges, nous donnant une vue des aurores de Jupiter comme jamais auparavant. Les blancs et les verts de ces images sont des ions frappant l'ionosphère de Jupiter depuis l'espace, et les rouges pourraient être des ions provenant de la planète elle-même. Si c'est le cas, c'est un phénomène jamais observé auparavant. Ce que vous remarquerez, c'est ce point brillant et cette traînée dans l'aurore. C'est visiblement l'endroit où l'influence électromagnétique d'Io rencontre la planète. Ce qui est légèrement moins apparent, ce sont ces autres points. Ceux-ci proviennent des autres grandes lunes du système jovien, Europe et Ganymède. Ainsi, bien que moins puissantes que l'influence d'Io, ces autres lunes laissent leurs propres empreintes connectées à la planète. La majeure partie de cette collecte de données avait lieu pendant seulement quelques heures par orbite, tandis que Juno filait à toute vitesse près de la planète. Tous les instruments collectaient autant de données que possible pendant ce laps de temps, y compris la caméra. Cette vidéo remarquable est un accéléré de Juno s'approchant de l'hémisphère nord et repartant alors qu'elle regardait vers l'hémisphère sud. Et ces images sont une collection de toutes les prises de vue utilisées dans cette vidéo. Quand Juno s'approchait de la planète, on peut voir les tempêtes autour du pôle Nord, et progressivement, la vue se déplace vers les latitudes moyennes. En zoomant sur certaines de ces images, nous pouvons voir les tourbillons et motifs classiques que nous attendons sur Jupiter. Mais en y regardant de très près, nous pouvons distinguer ces petites taches blanches. Ces taches sont en réalité des nuages de glace, d'eau ou d'ammoniac, comme le prouvent les ombres qu'ils projettent. Ils sont plus hauts dans l'atmosphère que le reste de la couche nuageuse, et bien qu'ils semblent petits, ils font en réalité plus de 50 km de large.
Jupiter est tellement immense que tout semble minuscule en comparaison. Une fois que vous les avez remarqués, vous commencez à les voir partout. Bon nombre de ces découvertes ont été faites au début de la mission de Juno. Et heureusement, alors que la mi-parcours de son nombre d'orbites prévues approchait, il s'est avéré qu'il y avait encore plus à découvrir sur Jupiter. Bien que nous connaissions la ceinture de radiation de Jupiter, Juno a complètement surpris les scientifiques en découvrant également une petite ceinture de radiation moins puissante juste au-dessus de l'équateur, qui épouse étroitement la planète. Cette nouvelle ceinture se trouve si près de Jupiter qu'elle avait échappé à toute détection précédente. Elle est alimentée par des particules énergétiques qui se trouvent piégées dans les lignes du champ magnétique de Jupiter dans cette région. Jusqu'à présent, les mécanismes exacts derrière cette ceinture de radiation sont inconnus, et sa découverte a ajouté une couche supplémentaire de complexité à notre compréhension déjà incomplète de l'environnement de radiation autour de Jupiter. Mais il y avait aussi d'autres découvertes concernant le plus grand anneau de radiation de Jupiter. Jupiter est entouré d'un grand beignet de particules chargées. Les particules dans ce tore de plasma, comme on l'appelle, proviennent particulièrement de l'activité volcanique d'Io, la plus proche des grandes lunes de Jupiter, qui projettent des particules en orbite autour de Jupiter. Juste pour vous donner une idée de l'activité volcanique d'Io, la sonde New Horizons a capturé une vue d'Io, alors qu'elle passait près de Jupiter en route vers Pluton, montrant le volcan Tvashtar en pleine éruption. Juno a également observé Io dans l'infrarouge, les points chauds indiquant les zones d'activité volcanique. Io éjecte une tonne de particules en orbite autour de Jupiter par seconde. Pensez-y, une tonne de matière, chaque seconde, propulsée dans l'espace. Lorsqu'Io traverse le tore de plasma et interagit avec la magnétosphère de Jupiter, cela provoque l'existence d'un tube de flux entre la planète et la Lune. Un tube de flux est un courant électrique qui voyage le long d'un tube cylindrique de lignes de champ magnétique. Il est extrêmement puissant. Il peut développer jusqu'à 400 000 volts et un courant d'1 million à 5 millions d'ampères. Juno a pu obtenir des relevés très précis du tube de flux lors de sa 12e orbite, lorsqu'elle est passée directement à travers. Non, cela n'a pas grillé la sonde, car le tube de flux a un grand diamètre et n'est donc pas assez concentré pour endommager l'engin. De plus, Juno l'a traversé en quelques secondes. Juno était parfaitement équipée pour étudier la magnétosphère de Jupiter. Vous remarquerez que son design, combiné au fait que Juno tourne sur elle-même, lui donne un peu l'allure d'une toupie. Ce n'est pas simplement pour l'esthétique. Juno a été spécifiquement conçu pour détecter divers champs et particules autour de Jupiter, et avoir un vaisseau spatial avec un grand rayon de rotation aide à cela. C'est particulièrement évident avec le magnétomètre situé à l'extrémité de l'un des panneaux solaires, chargé de cartographier le champ magnétique de Jupiter. Grâce aux données de Juno, nous avons maintenant une carte très détaillée du champ magnétique de Jupiter, qui devenait plus précise à chaque orbite. Comme prévu, Juno a confirmé que Jupiter possède un champ magnétique de type dipolaire, bien qu'il ne soit pas très bien aligné avec l'axe de rotation. Ce qui était très intéressant, en revanche, c'est que les scientifiques ont découvert quelque chose appelé la grande tache bleue, une région sur Jupiter où le champ magnétique est très concentré.
En comparant les données du champ magnétique de Juno avec celles des missions joviennes précédentes, comme Pioneer, Voyager et Galileo, une première a également été révélée pour le système solaire. La structure du champ magnétique de Jupiter change très graduellement au fil du temps, un phénomène appelé variation séculaire. C'est un concept que nous connaissions bien pour la Terre. Le pôle nord magnétique terrestre se déplace d'environ 55 km par an et il a fait l'objet d'une attention particulière ces dernières années car il se dirige de plus en plus vite vers la Sibérie. Mais c'est la première fois que nous observons une variation séculaire sur une autre planète. De manière intéressante, c'était surtout apparent autour de la grande tache bleue de Jupiter. Cette variation est probablement due à une région située juste à la base de l'atmosphère de Jupiter, où des vents zonaux profonds interagissent avec l'hydrogène métallique conducteur, créant des perturbations lentes mais mesurables dans le champ magnétique global de la planète. L'un des facteurs de la puissance du champ magnétique est dû à la rotation rapide de Jupiter. Un jour sur Jupiter ne dure qu'environ 10 heures. Imaginez, un monde près de 11 fois plus large que la Terre, qui tourne sur lui-même en moins de la moitié d'une journée terrestre. Diverses forces issues de cette rotation remuent le liquide, ce qui génère la dynamo interne de Jupiter. De manière intéressante, c'est la rotation du champ magnétique qui nous permet de mesurer la durée d'un jour sur Jupiter, car simplement observer les bandes visibles de Jupiter ne pourrait pas donner un résultat définitif. Et voici pourquoi. Vous remarquerez que ces bandes ont un aspect très particulier, se déplaçant dans des directions opposées les unes des autres, à des vitesses différentes. Mais ce n'est pas si inhabituel si vous considérez aussi les courants jets invisibles qui existent sur Terre. Ce qui est frappant, en revanche, ce sont les couleurs et la turbulence que l'on trouve dans ces bandes. Essayons donc de comprendre ce qui se passe en examinant ces images de Juno. La couche nuageuse que vous voyez ici est la couche nuageuse d'ammoniac. Certains nuages sont blancs. Ils représentent des nuages frais, probablement récemment remontés des parties plus profondes de l'atmosphère. D'un autre côté, les couleurs rouges que vous voyez sont également des nuages d'ammoniac, mais ces nuages ont interagi avec la lumière ultraviolette du Soleil. Pensez à cela comme un smog photochimique, le smog rougeâtre que l'on voit en été au-dessus de grandes villes comme Paris ou Lyon en période de canicule. La substance colorante n'est pas exactement connue, mais en résumé, plus elle est exposée longtemps au soleil, plus elle rougit. De manière intéressante, en comparant ces bandes à ce que l'on voit au pôle, vous remarquerez que c'est beaucoup plus bleu dans ces régions. Cela pourrait être parce que la lumière ultraviolette n'y parvient pas aussi facilement qu'à l'équateur. En regardant Jupiter de près, vous auriez du mal à ne pas remarquer les vortex et les tempêtes spectaculaires qui parcourent la planète. Juno a eu l'occasion de passer directement au-dessus de la grande tache rouge, où elle a fait une découverte très intéressante. On savait que la grande tache rouge s'élevait bien au-dessus de la couverture nuageuse. Mais ce que les scientifiques ne s'attendaient pas à voir, c'est à quel point elle pénètre profondément dans l'atmosphère de Jupiter. L'instrument à bord de Juno conçu pour sonder l'atmosphère avait une portée de 350 km, et il semble que la grande tache rouge s'étende encore plus profondément que cela. Il est également intéressant de noter que la tache
est plus froide que la zone environnante, jusqu'à une profondeur d'environ 80 km. Et au-delà, elle devient en fait plus chaude que la zone environnante. Cette chaleur alimente peut-être la tempête, lui fournissant l'énergie nécessaire pour persister à travers les siècles. On a théorisé que la grande tache rouge est une caractéristique permanente de Jupiter, mais nous n'avons eu que 400 ans pour l'observer, depuis que les premiers astronomes l'ont repéré à travers leur télescope primitif. 400 ans, c'est un simple clin d'œil à l'échelle astronomique. Cette tempête pourrait avoir des milliers, voire des millions d'années, ou elle pourrait disparaître demain. Nous ne le savons tout simplement pas. Ce que nous savons, c'est qu'elle a rétréci au fil des décennies d'observation, passant d'une taille suffisante pour contenir 3 terres à environ une seule terre et demie aujourd'hui. Est-elle en train de mourir lentement ou est-ce un cycle naturel? Seul le temps nous le dira. En observant les pôles, d'autres caractéristiques possiblement permanentes ont été identifiées. Contrairement à Saturne, qui possède un hexagone à un pôle et un vortex unique à l'autre, Jupiter a 5 vortex autour du pôle sud et 8 autour du pôle nord. Ces arrangements géométriques de cyclones sont fascinants en eux-mêmes. Pourquoi 5 au sud et 8 au nord? Pourquoi pas 6 et 6 ou 4 et 4? Les scientifiques ont proposé que ces configurations stables résultent d'un équilibre délicat entre les forces de Coriolis dues à la rotation de la planète et les interactions entre les cyclones individuels. C'est un peu comme des billes qui trouvent naturellement leur position d'équilibre dans un bol. Il est difficile de dire exactement à quel point ces tempêtes sont permanentes, puisque Juno n'est présente que depuis quelques années, et c'est la première fois que nous avons vraiment pu avoir un bon aperçu des pôles de Jupiter. Mais elles ont été raisonnablement constantes pendant tout ce temps. Sous la couche nuageuse d'ammoniac, on pense qu'il y a une couche de nuages de glace d'eau, bien que cela n'ait pas été confirmé, car cette couche n'a pas encore été observée, même à la fin de la mission de Juno. C'était pourtant l'un des objectifs scientifiques de Juno, et elle disposait de plusieurs détecteurs micro-ondes pour tenter de trouver cette substance insaisissable. Jupiter génère de la chaleur depuis son intérieur, visible à travers une caméra infrarouge, les parties les plus denses de la couche nuageuse bloquant une partie de cette chaleur. De même, Jupiter émet aussi des micro-ondes que les hypothétiques nuages d'eau absorberaient. Juno aurait donc théoriquement pu détecter où l'eau est présente dans l'atmosphère de Jupiter, en cherchant les zones où les micro-ondes de Jupiter ne sont pas visibles, bien que ces données n'aient pas encore livré de résultats concluants. En 2021, Juno atteignait la fin de ses 33 orbites initialement prévues autour de Jupiter. Cependant, les scientifiques ont eu la joie de constater que la sonde était encore en excellent état. Les radiations rencontrées par Juno n'avaient causé que des dommages minimes à son matériel, et même sa caméra fonctionnait toujours, alors qu'elle avait été l'un des premiers équipements attendus à tomber en panne. On ne gaspille pas, on ne manque pas, comme dit le proverbe. Quand les scientifiques ont réalisé que leur sonde était encore en excellentes conditions, plutôt que de l'envoyer à la destruction programmée dans l'atmosphère de Jupiter, ils ont prolongé la mission de Juno pour 42 orbites supplémentaires. C'est comme si on vous avait dit que votre voiture allait tomber en panne après 100 000 km et qu'à ce kilométrage, elle ronronnait encore comme une neuve.
vous ne l'enverriez pas à la casse. Vous continueriez à rouler. Et c'est exactement ce que la NASA a fait. Et de manière passionnante, Juno allait maintenant élargir son champ d'observation, non seulement à la planète, mais aussi aux lunes de Jupiter. C'était une opportunité en or. Juno n'avait pas été conçue pour étudier les lunes. Ce n'était pas dans son cahier des charges initiales. Mais la science est souvent une affaire d'opportunisme, et les scientifiques n'allèrent pas laisser passer cette chance. Alors, qu'a découvert Juno là-bas? Le 7 juin 2021, Juno a effectué son survol rapproché de Ganymède, utilisant une assistance gravitationnelle pour réduire sa période orbitale de 53 jours à 43 jours. Juno avait déjà effectué un survol distant de Ganymède en 2019, à une distance de 97 000 km. Mais celui-ci a amené la sonde à seulement 1000 km de la surface de la Lune. Sur cette photographie capturée par JunoCam, on peut voir presque la moitié de la surface totale de Ganymède dans un détail à couper le souffle. Pour référence, la résolution est d'environ 1 km par pixel. La netteté du rendu des structures uniques de Ganymède est remarquable. On peut presque sentir sa texture du bout des doigts. Remarquez comment la surface glacée est parsemée de cratères, de taches claires et sombres, et de longues stries. Les zones plus sombres montrent un terrain plus ancien, fortement cratérisé, tandis que les zones plus claires sont comparativement plus jeunes et moins cratérisées. Mais que sont ces longues stries? Nous savons, d'après des données antérieures, que Ganymède contient au moins un vaste océan souterrain salé sous sa couche extérieure glacée. Un océan dont certains spéculent qu'il pourrait être propice à la vie. Cet océan pourrait contenir plus d'eau que tous les océans de la Terre réunis, piégés sous une croûte de glace de plusieurs dizaines de kilomètres d'épaisseur. C'est une idée vertigineuse. Un monde aquatique caché, enveloppé dans un cocon de glace, orbisant autour d'un géant gazeux à des centaines de millions de kilomètres du Soleil. Les scientifiques pensent que ces longues structures visibles en surface pourraient révéler des failles, produites par des mouvements tectoniques générés par la chaleur du noyau de fer-nickel de la Lune. Mais c'est un sujet de recherche en cours, et chaque nouvelle image de Ganymède apporte son lot de questions supplémentaires. Cette image, prise lors du même survol du 7 juin, montre le cratère Tros de Ganymède en plus grand détail. La raison pour laquelle il apparaît si brillant est qu'il est recouvert de glace. Voici une autre image du 7 juin que je trouve remarquable. C'est une photographie du côté sombre de Ganymède, prise par la caméra de référence stellaire de Juno. Cette caméra a été conçue pour garder Juno sur sa trajectoire en utilisant la lumière des étoiles, ce qui la rend idéale pour photographier dans des conditions de faible luminosité. Pour l'échelle, la résolution est entre 600 et 900 mètres par pixel. Encore une fois, remarquez les longues stries et les cratères de la Lune, dont certains sont superposés les uns sur les autres. Le niveau de détail que Juno a pu capturer dans de telles conditions de faible luminosité est absolument remarquable. De manière intéressante, l'une des découvertes les plus surprenantes de la mission ne venait pas de l'orbiteur lui-même, mais de Hubble. Oui, le télescope spatial Hubble. Laissez-moi vous expliquer. Pour soutenir l'exploration des lunes joviennes par Juno, la NASA a demandé à Hubble de surveiller les signaux ultraviolets de Ganymède. Ganymède possède une atmosphère, bien que très ténue.
et l'un des objectifs de la NASA était de trouver des traces d'oxygène qu'ils soupçonnaient depuis longtemps de s'y cacher. Presque tout le monde s'attendait à trouver beaucoup d'oxygène, basé sur les analyses précédentes des émissions ultraviolettes de la Lune. Mais, à notre grande surprise, l'atmosphère de Ganymède contenait très peu d'oxygène. Ce qu'ils ont trouvé à la place, c'est une grande quantité de vapeur d'eau. C'est une découverte qui a pris tout le monde de court. D'où venait cette eau? Probablement de la sublimation de la glace de surface, le soleil réchauffant suffisamment certaines régions pour transformer directement la glace en vapeur. Cette découverte a conduit à une révision significative de notre modèle de l'atmosphère de Ganymède et pourrait suggérer que la vapeur d'eau pourrait même être présente dans les atmosphères de corps glacés à travers tout le système solaire. Si c'est le cas, cela ouvre des perspectives fascinantes pour notre recherche de conditions habitables au-delà de la Terre. Après avoir visité Ganymède, Juno a effectué son survol d'Europe le 29 septembre 2022, ce qui lui a donné une assistance gravitationnelle qui a raccourci son orbite à 38 jours. Voici une image dramatique du survol, prise à une distance de 351 km. Elle montre une portion d'Europe juste au nord de l'équateur. Ce que je trouve extraordinaire ici, c'est la frontière jour-nuit, connue sous le nom de terminateur. Les ombres profondes accentuent vraiment les crêtes, les sillons et les cratères qui parcourent la surface de la Lune, la montrant en un relief presque tridimensionnel. C'est comme si quelqu'un avait éclairé un paysage de glace avec une lampe posée au ras du sol. Chaque irrégularité, chaque crête, chaque fissure projette une ombre allongée qui révèle la topographie avec une clarté saisissante. En tant qu'image, elles sont à la fois scientifiquement précieuses et visuellement stupéfiantes. Les scientifiques pensent qu'Europe, comme Ganymède, abrite un vaste océan sous sa surface glacée. Mais de nouvelles découvertes suggèrent qu'il pourrait se passer beaucoup plus de choses que ce que le simple modèle océan-croûte nous laisserait croire. Cette photographie, prise par la caméra de référence stellaire de Juno, montre une portion agrandie de la surface d'Europe. Elle a été prise pendant la nuit de la Lune, à une distance de 412 km. Avec une résolution de 256 mètres par pixel, c'est l'image de la plus haute résolution que Juno a prise d'Europe. Au premier coup d'œil, votre première pensée pourrait être « Qu'est-ce que je regarde ?» Eh bien, ce que vous voyez est une région fortement fracturée de la surface d'Europe, entrecoupée de sillons et de crêtes de glace. Et cette tache sombre de forme étrange, juste à droite du centre, pourrait fournir des indices importants sur ce qui se cache derrière cette complexité géologique. Les scientifiques pensent que cette zone assombrie montre une éruption se produisant sous la glace de surface. Le problème, c'est que la coquille glacée d'Europe fait plus de 10 km d'épaisseur. Imaginez la pression nécessaire pour percer autant de glace. Cependant, une nouvelle étude publiée par l'American Astronomical Society propose une théorie révolutionnaire avec une explication différente. Selon les auteurs de l'article, l'activité cryovolcanique d'Europe montre des preuves de réservoirs de saumure piégés dans la croûte glacée extérieure. Cela signifierait que, bien au-dessus de l'océan souterrain de la Lune, il pourrait y avoir des lacs de saumure à haute salinité
qui ballotte, dilatant la glace environnante comme un ballon et perçant occasionnellement la surface. C'est une théorie convaincante, mais pour la prouver, nous devrons peut-être attendre la mission Europa Clipper de la NASA, qui atteindra Europe aux alentours de 2030. L'Agence spatiale européenne prépare également la mission JUICE, qui étudiera les lunes glacées de Jupiter. Je sais que c'est dans quelques années, mais il n'est pas trop tôt pour marquer vos calendriers. Ces missions pourraient enfin répondre à l'une des questions les plus fascinantes de toute l'astronomie. Y a-t-il de la vie ailleurs dans notre système solaire, cachée sous la glace d'une lune de Jupiter? Retournons vers Jupiter. Voyez-vous, pendant que Juno rendait visite à Ganymède et Europe, elle a également résolu un grand mystère. Un mystère qui remontait à plus de 40 ans et qui avait intrigué des générations de scientifiques planétaires. Quand la mission Voyager a visité Jupiter pour la première fois en 1979, les sondes ont détecté de mystérieux éclairs dans l'atmosphère de Jupiter. Les scientifiques ont supposé qu'il s'agissait d'éclairs similaires à ceux que nous voyons sur Terre, ce qui impliquerait que l'eau devrait être présente sous tous ses états, solide, liquide et gazeux. Étant donné ce que nous savons de l'atmosphère de Jupiter, cela placerait ces tempêtes à au moins 45 km sous le sommet visible des nuages. Pendant 40 ans, cette explication semblait satisfaisante. Personne n'avait de raison de la remettre en question. Cependant, Juno a réfuté cette théorie, et la vérité est plus étrange que ce que nous avions imaginé. La caméra de référence stellaire de Juno a vu quelque chose de bizarre. Des éclairs nocturnes à une altitude bien plus élevée que ce qu'on pensait possible. Étant donné les températures incroyablement froides à cette altitude, descendant en dessous de moins 88 degrés Celsius, les scientifiques ont déduit que les tempêtes étaient composées de nuages à base d'ammoniac et d'eau, un phénomène qui n'existe pas ici sur Terre. Dans ces tempêtes étranges et violentes, l'ammoniac agit comme un antigel, formant une solution de 2 parts d'eau pour 1 part d'ammoniac qui reste liquide malgré des conditions de froid inimaginables. Et apparemment, alors que ces tempêtes d'orage produisent de puissants éclairs, elles font pleuvoir d'énormes grêlons composés de bouillie d'eau et d'ammoniac, une précipitation inhabituelle que les scientifiques ont baptisée « mush balls », qu'on pourrait traduire par « boule de bouillie ». C'est un phénomène météorologique qui n'a absolument aucun équivalent sur Terre. Imaginez des grêlons de la taille d'un ballon de football, composés d'une boue glacée d'ammoniac et d'eau, tombant à travers une atmosphère de gaz toxiques, éclairée par des éclairs d'une puissance colossale. C'est le genre de scénario qui ferait passer nos pires orages terrestres pour de douces averses printanières. Jupiter est une planète étrange, et plus nous en apprenons, plus elle devient étrange. Juno a complété orbite après orbite, et au fil du temps, elle a déplacé son attention de Ganymède vers Io. Io est la 3e plus grande lune de Jupiter et le monde le plus volcaniquement actif du système solaire. C'est un monde qui défie l'imagination. Imaginez une lune à peine plus grande que notre propre lune, mais dont la surface entière est un paysage volcanique digne des enfers. Des plaines de soufre jaune et orange s'étendent à perte de vue, interrompues par des caldeiras béantes et des fontaines de lave qui éclairent l'horizon. C'est le monde le plus violent,
et le plus dynamique que nous connaissions. En 2023 et 2024, Juno a courageusement effectué plusieurs survols rapprochés d'Io, s'approchant à environ 1500 km de la surface de cette lune infernale. Pour mettre cette distance en perspective, c'est à peu près la distance entre Paris et Barcelone. Sauf qu'au lieu de survoler la Méditerranée ensoleillée, Juno survolait un monde couvert de volcans en éruption. Au cours de ces rencontres, Juno a capturé ses toutes premières images des latitudes nordiques d'Io, cartographié sa surface et photographié des panaches fantomatiques s'élevant au-dessus de l'horizon. Io est parsemé de centaines de volcans à travers sa surface. D'immenses fontaines de lave en fusion, certaines s'élevant à des dizaines de kilomètres dans le ciel, peignent un portrait violent de la puissance volcanique d'Io. La fureur volcanique incessante de la Lune est alimentée par les effets de marées gravitationnelles, les forces gravitationnelles immenses étirant et comprimant Io. Un moyen facile de conceptualiser ce chauffage par effet de marée est de penser à Io comme la corde dans un jeu de tir à la corde, prise entre l'attraction de la puissante gravité de Jupiter d'un côté et l'attraction des lunes voisines, Europe et Ganymède, qui orbitent plus loin de Jupiter de l'autre. Alors qu'Io orbite autour de la planète géante et subit l'attraction des autres lunes proches, elle s'étire et se comprime, générant des frictions et une chaleur immense dans l'intérieur de la Lune. C'est exactement le même principe que lorsque vous pliez et dépliez rapidement un trombone métallique. Le métal chauffe à cause de la friction interne. Sauf qu'ici, ce n'est pas un petit bout de métal qui chauffe, c'est une lune entière. C'est cette chaleur qui déclenche l'activité volcanique à travers toute la surface d'Io, faisant de ce petit monde un enfer perpétuel de lave et de soufre. L'instrument radiomètre à micro-ondes de Juno a percé l'atmosphère, recueillant des données essentielles pour créer des cartes détaillées du paysage d'Io, révélant qu'elle possède une surface relativement lisse comparée aux autres lunes galiléennes de Jupiter. C'est contre-intuitif quand on y pense. Comment le monde le plus volcaniquement actif du système solaire peut-il avoir une surface lisse? La réponse est aussi élégante que terrifiante. On théorise que cette surface lisse est le résultat d'un renouvellement constant et implacable. La chaleur et la pression immense à l'intérieur d'Io maintiennent une grande partie de son sous-sol à l'état liquide, et ce magma s'échappe constamment vers la surface pour relâcher la pression, que ce soit en remplissant les cratères ou en perçant les fissures. Io est essentiellement un monde qui efface sa propre histoire géologique en permanence, recouvrant les cicatrices d'impacts anciens sous des couches fraîches de lave. Ces coulées de lave fréquentes pourraient effacer les cratères d'impact et recouvrir les plaines de lacs de lave lisses et de roches vitreuses semblables à l'obsidienne qui reflète la lumière du soleil. C'est un monde en perpétuel renouvellement. Un phénix géologique qui renaît sans cesse de ses propres flammes. Une image frappante du 60e survol de Juno, le 9 avril 2024, a capturé la région polaire sud d'Io. Bien que cette image ait été prise à 16 500 km de la surface, on peut encore distinguer plusieurs taches sombres à travers la Lune, dont beaucoup sont des caldeïras remplis de lave et des dépressions volcaniques. Plusieurs des éruptions volcaniques d'Io ont également été capturées par JunoCam,
la caméra en lumière visible de la mission. Le 15 octobre 2023, JunoCam a repéré un panache au-dessus du volcan Prometheus, juste en dessous de la ligne du terminateur. Le volcan Prometheus est l'une des structures volcaniques les plus proéminentes sur Io, ayant été observée à plusieurs reprises dans les images de la région prises par Voyager, Galileo et le télescope spatial Hubble, et maintenant par Juno. Voyager 1 a été le premier à observer Prometheus en 1979, un volcan composé d'une énorme caldeira et d'une coulée de lave, avec un panache imposant de 50 à 100 km, s'élevant au-dessus de l'extrémité de la coulée. Le 3 février 2024, Juno a capturé 2 panaches en une seule photo, à seulement 3800 km au-dessus de la surface. Il pouvait s'agir de 2 panaches provenant d'un seul volcan gigantesque, ou de 2 volcans très proches l'un de l'autre. JunoCam nous a également offert un meilleur aperçu de 2 structures emblématiques sur la Lune jovienne. L'une d'elles était la plus grande dépression volcanique d'Io, l'Oki Patera. Cette zone de 200 km de large est un spectacle géologique sans équivalent dans notre système solaire. Imaginez un lac de lave de la taille du département des Yvelines avec une surface de magma en cours de refroidissement affleurant tout juste à la surface, bordé de lave incandescente et parsemé d'îles sans nom qui flottent sur cette mer de feu. Le survol imagé de l'Oki Patera a fourni des reflets spectaculaires du lac, suggérant que celui-ci, ainsi que d'autres zones sur Io, est lisse comme du verre. Ces reflets sont fascinants car ils confirment que la lave à la surface de ces lacs est suffisamment liquide et plane pour agir comme un miroir naturel, reflétant la lumière du soleil avec une netteté surprenante. En plus des images visibles, la sonde a utilisé son cartographe infrarouge des aurores joviennes, ou JIRAM, pour étudier les sources de chaleur sur Io, un instrument conçu à l'origine par l'agence spatiale italienne pour surveiller les aurores sur Jupiter. Cet instrument a pu localiser des sources de chaleur significatives à travers la Lune et fournir des mesures des émissions thermiques rayonnées dans les longueurs d'onde infrarouges. Grâce à cela, les scientifiques de la NASA avec la mission Juno ont pu identifier un autre lac de lave sur Io, appelé Chors Patera. Des images visibles et infrarouges ont été combinées à partir de 2 survols de Juno, l'un en 2022 et l'autre en 2023, pour créer une carte de l'activité volcanique d'Io. Les données du cartographe infrarouge de la sonde ont été superposées aux images de JunoCam, apparaissant sous forme de points rouges, jaunes et blancs vifs. Les données de gauche ont été collectées à 80 000 km et celles de droite à 58 000 km. Pour mettre cela en perspective, les données infrarouges de ces images ont une résolution spatiale d'environ 20 km par pixel et 15 km par pixel respectivement, ce qui signifie que ces points chauds représentent des zones absolument massives d'activité volcanique. Et pour la toute première fois, 30 ans de données ont été combinés pour créer une carte de l'activité volcanique sur Io. Cette carte montre la puissance variable des points chauds où le magma a éclaté depuis l'intérieur de la Lune. Notamment, la carte montre la présence de volcans polaires. Bien qu'elle ne confirme pas la présence d'un océan de magma sous la croûte d'Io, cette information soutient certainement cette possibilité. Lors du survol du 15 octobre 2023,
Juno a également capturé les premières images rapprochées de la région polaire nord d'Io, prises à 11 700 km, au-dessus de la surface. Parce que les missions Voyager et Galileo de la NASA n'avaient pas recueilli d'images complètes de cette zone, Juno a découvert 3 montagnes jamais vues auparavant dans les latitudes nordiques. Ces montagnes sont entourées en rouge dans la partie supérieure de cette image de Juno-Cam, près de la ligne séparant le jour de la nuit, le terminateur. Ces survols rapprochés nous ont également donné un aperçu d'une autre structure spectaculaire sur Io, Steeple Mountain. Un pic frappant en forme de flèche de cathédrale, Steeple Mountain est une formation terrestre unique qui s'élève entre 5 et 7 km au-dessus de la surface d'Io. Imaginez ce que ce serait de regarder le Soleil se lever derrière ce sommet dentelé, avec Jupiter remplissant une portion massive du ciel au-dessus de vous. Ou la vue, si vous pouviez escalader jusqu'au sommet, dominant les plaines de soufre et les rivières de lave qui serpentent en contrebas. Pour comparaison, cette montagne est plus haute que le Mont Blanc, le plus haut sommet des Alpes, qui culmine à 4808 mètres. Et elle se dresse sur un monde qui n'a qu'un quart du diamètre de la Terre. La formation de telles montagnes sur un monde aussi petit et aussi volcaniquement actif reste un sujet de débat parmi les scientifiques. Certains pensent qu'elles sont poussées vers le haut par les forces de compression créées par l'activité volcanique environnante, un peu comme un noyau de cerise qu'on presse entre ses doigts. Mais l'un des moments les plus impressionnants de l'évaluation d'Io par Juno est survenu le jour où nous avons observé sa plus grande éruption jamais enregistrée. Le 27 décembre 2024, alors que Juno effectuait un survol d'Io, quelque chose d'extraordinaire s'est produit. Des lumières se sont allumées sur toute la surface balafrée de la Lune, comme si un interrupteur cosmique avait été activé. De nombreux volcans parmi les 400 que compte Io sont entrés en éruption simultanément, sur une région de 65 000 km². Pour vous donner une idée, c'est une superficie plus grande que toute la région Île-de-France. Cette éruption coordonnée a libéré l'événement volcanique le plus énergétique que nous ayons jamais observé dans notre système solaire. Rien de comparable n'a jamais été documenté, nulle part ailleurs. Leur furie synchronisée semblait confirmer qu'ils étaient tous connectés au même réseau de lave souterrain, un système de plomberie volcanique d'une échelle planétaire. Et pourtant, de manière encore plus curieuse, tous les volcans de cette région n'ont pas fait éruption, ce qui indique que certains étaient peut-être connectés à un réseau de canaux de lave différents. Io possède peut-être ou peut-être pas un lac de magma sous sa surface, mais il semble certain que c'est assez spongieux là-dessous. La Lune souffre d'une version planétaire de brûlure d'estomac. Mais Juno ne s'est pas contentée d'observer les lunes joviennes pendant sa mission prolongée. Elle a aussi regardé Jupiter à nouveau, s'approchant de très près de l'atmosphère turbulente de la planète, sondant ses tempêtes tourbillonnantes et ses bandes hypnotisantes. N'oublions pas que Jupiter, en tant que plus grande planète de notre système solaire, est un titan colossal, s'étirant sur presque 70 000 km de diamètre, 11 fois plus large que la Terre. On pourrait y faire tenir 1000 terres à l'intérieur. En fait, certaines tempêtes individuelles à la surface de Jupiter sont si gigantesques qu'elles avaleraient notre planète entière. Quand on contemple Jupiter,
Il est facile d'oublier l'échelle de ce que l'on regarde. Chaque tourbillon, chaque bande de nuages que nous voyons est un système météorologique d'une envergure qui défie notre compréhension terrestre. Un seul de ces cyclones polaires pourrait recouvrir la France, l'Allemagne et l'Espagne réunies. Dans le cadre de sa mission prolongée, Juno s'est aventuré toujours plus près du pôle nord de Jupiter à chaque orbite, permettant à son radiomètre à micro-ondes de capturer une série d'images sous différentes orientations. Cette combinaison d'images permet une résolution et une analyse améliorée des tempêtes polaires à différentes longueurs d'onde, et ces données ont révélé que tous les cyclones polaires ne se valent pas. Par exemple, cette série d'images représente les cyclones polaires nord de Jupiter dans 3 longueurs d'onde différentes. De gauche à droite, ces images montrent la lumière micro-ondes, la lumière visible et la lumière infrarouge. L'image infrarouge à l'extrême droite, qui nous renseigne sur la chaleur dans l'atmosphère, et l'image composite en lumière visible au centre, montrent toutes deux les tempêtes polaires nord de Jupiter comme bien définies et de taille similaire. Cependant, l'image micro-ondes à l'extrême gauche raconte une histoire différente. Prenez cette tempête, par exemple. Elle montre une intensité d'émission nettement réduite par rapport aux autres tempêtes, malgré son apparence distincte dans les 2 autres longueurs d'onde. Le radiomètre à micro-ondes enregistre la lueur de l'atmosphère de Jupiter en lumière micro-ondes avec 6 canaux radio différents qui sondent chacun de plus en plus profondément sous le sommet des nuages. La fréquence la plus élevée voit le haut de la couverture nuageuse, tandis que la plus basse peut voir jusqu'à 320 km en dessous. Regardez encore les cyclones polaires en lumière micro-ondes. Ces 2 tempêtes aux positions 4 heures et 6 heures étaient à peu près de la même taille que les autres cyclones voisins en lumière visible, mais elles montrent des signatures micro-ondes plus intenses, ce qui indique qu'elles s'étendent à au moins 100 km sous le sommet des nuages que nous voyons. Tout aussi intrigant est le fait que le cyclone central est clairement visible dans les images visibles et infrarouges. Mais en lumière micro-ondes, ce cyclone disparaît presque. Cela indique que la structure souterraine du cyclone central pourrait être très différente de celle des tempêtes environnantes. Lors de ses 61e à 66e survols, Juno a capturé, à mon avis, certaines des images les plus spectaculaires de la région filamentaire plissée de Jupiter dans l'hémisphère nord, offrant une vue détaillée des nuages chaotiques et des tempêtes cycloniques. Dans cette région, les mêmes courants jets zonaux connus pour créer les célèbres motifs en bandes nuageuses de Jupiter se désagrègent. Et sans ces courants jets, les nuages de la planète tourbillonnent en motifs turbulents qui évoluent rapidement en l'espace de quelques jours seulement, comme une chorégraphie qui change sans cesse et ne s'arrête jamais. Cette toile inoubliable de bleu, blanc et brun tourbillonnant est quelque chose que l'on pourrait contempler pendant des heures. C'est de l'art à l'échelle planétaire, peint par les forces de la physique, sur une toile de gaz et de glace. Et pour les scientifiques planétaires, ces images magnifiques et parfois terrifiantes recèlent des indices sur les conditions météorologiques et la dynamique atmosphérique de Jupiter. Chaque tourbillon raconte une histoire de convection, de cisaillement de vent et d'échange d'énergie à une échelle que nous commençons à peine à comprendre. Le 7 mars 2024,
Le 59e périgove de Juno nous a donné un ensemble d'images plutôt spéciales de Jupiter. On y voit les célèbres bandes atmosphériques de la planète et les tempêtes tourbillonnantes, y compris la grande tache rouge. Mais si vous regardez d'un peu plus près, un détail charmant se révèle. La minuscule lune Amalthée est visible dans ces deux images. Avec seulement 84 km de large, Amalthée a la forme d'une pomme de terre, car elle manque de la masse nécessaire pour s'arrondir en sphère. Pour vous donner une idée de sa taille, elle est à peine plus longue que la distance entre Paris et Chartres. Cette petite lune orbite autour de Jupiter à l'intérieur de l'orbite d'Io et met environ la moitié d'un jour terrestre pour compléter une orbite. C'est une course effrénée autour d'un monde géant. Curieusement, Amalthée détient le titre de l'objet le plus rouge de notre système solaire, sa surface cramoisie rayonnant plus de chaleur qu'elle n'en absorbe du soleil lointain. C'est un mystère en soi. Comment un petit corps peut-il émettre plus d'énergie qu'il n'en reçoit? Peut-être est-ce causé par des courants électriques induits dans la Lune alors qu'elle orbite dans le champ magnétique de Jupiter, ou peut-être par le chauffage de marée dû à la gravité de Jupiter. Quelle que soit l'explication, Amalthée nous rappelle que même les plus petits objets de notre système solaire peuvent recéler des surprises. Et bien sûr, Juno a également capturé de magnifiques images des bandes classiques de Jupiter lors de ses orbites ultérieures. Un autre objectif de la mission Juno était de quantifier la quantité de molécules d'oxygène et d'hydrogène qui composent l'eau présente dans l'atmosphère de Jupiter pour nous aider à mieux comprendre l'abondance en eau de la planète. Jupiter a probablement été la première planète de notre système solaire à se former, et elle contient la majorité du gaz et de la poussière qui ne sont pas devenus partie du Soleil, ce qui signifie qu'elle est aussi une pièce essentielle du puzzle de la formation de notre système solaire. En un sens, Jupiter est comme une capsule temporelle cosmique. En étudiant sa composition, nous pouvons remonter le temps et comprendre les conditions qui régnaient dans la nébuleuse solaire primitive, il y a plus de 4 milliards et demi d'années. De plus, l'abondance en eau de la planète a des implications pour sa météorologie, comme la façon dont les courants de vent circulent et la nature de sa structure interne. Heureusement, Juno nous aide à répondre à ces questions importantes. Les données du radiomètre à micro-ondes des orbites ultérieures ont aidé à évaluer l'abondance en eau de Jupiter, montrant environ 3 à 4 fois l'abondance élémentaire d'hydrogène à l'équateur, par rapport à la concentration moyenne de cet élément trouvé dans le Soleil. Cela soutient l'idée que des matériaux de glace d'eau pourraient avoir été la source de l'enrichissement en éléments lourds pendant la formation de notre système solaire. Si c'est le cas, cela signifierait que lors de sa formation, Jupiter a accumulé non seulement de l'hydrogène et de l'hélium, mais aussi des éléments plus lourds contenus dans des matériaux de glace d'eau, qui n'étaient pas abondants dans le système solaire primitif. Cependant, des mesures ultérieures de Juno ont montré une abondance en eau étonnamment faible dans le noyau de Jupiter, soulevant de nouvelles questions, car les scientifiques s'attendaient à voir plus d'eau dans le noyau si la glace d'eau était effectivement la source principale des éléments plus lourds de Jupiter. C'est un paradoxe qui continue de hanter les planétologues. Si l'eau était la clé de la formation de Jupiter,
Pourquoi n'y en a-t-il pas davantage au cœur de la planète? Y a-t-il un processus que nous ne comprenons pas qui redistribue ou transforme l'eau dans les profondeurs de ces géantes? Pour l'instant, la formation de Jupiter reste un mystère que les scientifiques essaient encore de démêler. Et c'est peut-être là la leçon la plus importante de toute la mission Juno. Plus nous en apprenons sur Jupiter, plus nous réalisons à quel point nous en savons peu. Maintenant, toutes les bonnes choses ont une fin. Juno devait initialement être mise hors service en 2018. Même la mission prolongée de Juno était censée se terminer en septembre 2025. Et pourtant, il y a un petit rebondissement à la fin de l'histoire de cette sonde infatigable. Parce que, contre toute attente, elle est toujours là-bas, toujours en orbite, toujours en train de collecter des données, toujours en train de nous surprendre. Il y a beaucoup de points d'interrogation autour de cela. Voyez-vous, en raison d'événements politiques, le gouvernement américain était en situation de fermeture administrative au moment où la mission de Juno devait se terminer. Quand le gouvernement fédéral américain ferme ses portes, tout ce qui n'est pas considéré comme essentiel s'arrête. Et les sondes spatiales, aussi fascinantes soient-elles, ne sont pas considérées comme essentielles au fonctionnement quotidien du pays. Cela a laissé le sort de Juno dans un étrange état de limbe. Les commentateurs de l'époque spéculaient que la sonde avait peut-être été désactivée et que nous n'en avions tout simplement pas été informés, puisque cela avait toujours été le plan. Juno devait être désorbitée à la fin de sa mission dans l'atmosphère de Jupiter, une mesure pour s'assurer qu'elle n'impacte jamais accidentellement les lunes de Jupiter. Nous espérons un jour explorer ces lunes à la recherche de signes de vie, et la NASA tenait à ne pas contaminer les résultats. Donc, logiquement, le délai étant passé, Juno devrait maintenant être éteinte. Et pourtant, Juno vit toujours. La NASA a été évasive concernant le sort de Juno. Mais quelques jours seulement avant que ces lignes ne soient écrites, ils ont publié un article sur les données de Juno et comment elles aidaient à préciser l'épaisseur exacte de la coquille glacée d'Europe. Une grande partie de l'article fait référence à des données antérieures. Et pourtant, à la fin, apparaissent ces mots captivants. Juno effectuera son 81e survol de Jupiter le 25 février. Ainsi, pour une sonde qui était destinée à résoudre les mystères de Jupiter, il semble que Juno soit elle-même devenue un mystère. Son sort est quelque peu inconnu. La NASA avait fait face à la menace de coupes budgétaires drastiques l'année dernière, et Juno était l'une des missions risquant d'être annulée, désactivée pour éviter ses coûts de fonctionnement. C'est une ironie cruelle. Une sonde qui a survécu aux radiations meurtrières de Jupiter, qui a enduré des années de conditions extrêmes dans l'espace profond, menacée non pas par la physique implacable de l'univers, mais par les aléas de la politique budgétaire terrestre. Mais le Congrès semble avoir rejeté cette idée, adoptant un budget qui maintient grosso modo le financement de la NASA à ses niveaux précédents. Donc peut-être que des missions comme Juno obtiendront un nouveau souffle de vie. Peut-être qu'on la laissera simplement dériver lentement dans l'étreinte chaleureuse de Jupiter, lui permettant de capturer un regard plus proche que jamais dans ces nuages d'ammoniac et éventuellement dans ce noyau flou. Qui sait combien de temps ce processus prendra? Mais pour l'instant, elle est encore là-bas, faisant de la science
toujours en pleine forme. Quelque part dans les profondeurs du système solaire, à des centaines de millions de kilomètres de nous, une petite sonde de fabrication humaine continue de tourner autour du plus grand monde de notre voisinage cosmique, recueillant des données que des centaines de scientifiques analyseront pendant des décennies. On ne gaspille pas, on ne manque pas, après tout. Pour cette sonde résiliente, tant qu'elle fonctionne encore, peut-être que même la fin de sa mission ne sera pas suffisante pour empêcher Juno de découvrir les secrets de Jupiter. Et peut-être que c'est la plus belle leçon de toute cette aventure, qu'une machine construite par des mains humaines, lancée dans le vide de l'espace, avec un blindage de titane et des panneaux solaires, peut non seulement survivre aux conditions les plus hostiles imaginables, mais aussi transformer fondamentalement notre compréhension du cosmos. Juno nous a montré que Jupiter n'est pas le monde simple et prévisible que nous imaginions. C'est un monde de mystères, de surprises et de beauté terrible. Et grâce à cette petite sonde infatigable, nous le voyons enfin tel qu'il est vraiment.